la Russie est désormais le partenaire privilégié du Mali sous cette transition. Il reste à voir quels sont les effets concrets de toutes ces annonces et de tous ces contrats. Et de facto, je vous demanderai, donc du coup, les liens sont officiellement coupés avec Paris. Officiellement coupé, je ne l'espère pas. Je crois que c'est en souffrance. La relation avec Paris est en souffrance. J'ose espérer, vu l'histoire, les liens historiques, les liens. En tout cas, c'est difficile de dire qu'on va repartir avec l'actuel président Macron aux affaires. C'est difficile de dire qu'on va repartir, mais on ne désespère pas qu'il y a une bagatelle de lui. Donc pour vous, c'est le ressortissant. C'est le président Macron qui est le... Moi, je pense que... Le point d'achoppement. Bonsoir à tous. Le général Assimi Goïta est arrivé en Russie ce dimanche 22 juin en visite officielle. Quels sont les enjeux de cette visite? Pour en parler, je reçois Brahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir Brahima. Bonsoir Carlin. Tchambel Gimbayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir Tchambel. Bonsoir, merci de l'invitation. Tchambel, dans quel contexte intervient cette visite du président malien? Merci. Un contexte national marqué par des difficultés au plan politique, évidemment. Cette réforme des partis politiques sous le label de dissolution, qui n'était pas la bonne approche, mais bon, c'est plutôt, j'appellerais ça une harmonisation dans les États de l'AES sur le plan politique. C'est un alignement. D'abord avec des difficultés aussi sécuritaires. On se rappelle de la recrudescence des attaques au Mali, au Niger et dans les trois frontières. Ensuite, dans un contexte où quand même il faut prendre une bouffée d'oxygène, sortir de son confort pour aller vers d'autres horizons, peut-être raffermir les relations avec la Russie. Ce n'est pas une première approche de ces relations entre le Mali et l'ex-Union soviétique, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui ont coulé jusque-là, mais le Mali est dans son champ de diversification et dans son champ d'approche de ce partenariat consolidé qui a donné des résultats quand même au plan sécuritaire. On y reviendra tout à l'heure. Merci Tchambel. Oui, effectivement, je souscris à ce que dit Tchambel. C'est vrai que c'est une visite qui a été annoncée de longue date, mais elle intervient quand même dans un contexte marqué effectivement par des situations politiques bouleversantes sur le plan intérieur avec la dissolution des partis politiques et aussi avec en ligne de mire la prolongation de la durée de transition de 5 ans. Donc je crois que c'est effectivement une opportunité pour le général Assimi Goïta de peut-être sortir un peu de ces guéguerres entre la classe politique et les autorités de transition et d'aller vers d'autres de s'élever un peu, de se mettre au-dessus de la mêlée. Et aussi, ce qu'on peut noter, je crois qu'on va peut-être revenir dans le débat, c'est aussi non seulement la consolidation des relations avec la Russie, mais aussi la diversification à travers plusieurs domaines. Parce que jusqu'ici, depuis l'avènement de la transition en août 2020, même si la coopération est plus vieille, effectivement, mais depuis l'avènement de la transition, on était plutôt centré sur la coopération sécuritaire. Et d'ailleurs, même si cette terminologie n'a jamais été reprise par les autorités de transition, c'est-à-dire le groupe Wagner, parce que le Mali n'a jamais employé ces termes, mais on a appris par voie de presse, à travers certains médias, que Wagner quitte le Mali et que désormais ils sont remplacés par Africa Corps. Justement. Donc, est-ce que c'est aussi une manière, pour une fois, d'officialiser la coopération militaire, ce qui permettra aussi peut-être de sortir un peu de ces accusations, d'engager des mercenaires, etc. Donc voilà, je crois que c'est peut-être des enjeux. Et vous avez vraiment précédé ma question, Tchambel. Est-ce que cette visite, comme Brahima le disait, institutionnalise, je vais y arriver, la présence militaire russe au Mali à travers l'arrivée d'Africa Corps aujourd'hui? Elle normalise la situation. C'est dit que les écueils, les points saillants de cette visite, c'est d'abord la diplomatie et la politique. La diplomatie et la politique couronnent tout ça et donnent l'occasion au Mali et à la Russie de se parler en frères, de se soutenir mutuellement dans les institutions internationales, d'avoir une voix et de se réciproquement également de se rendre visite, de garder une communication entre les deux pays pour pouvoir avancer. Avancer selon les priorités du Mali. La première priorité était sécuritaire. Et donc, ça a permis à équiper l'armée, à former le personnel militaire. Et ça, c'est des accords de défense, des accords militaires, en tout cas, entre les deux institutions
coopération entre le ministre de la Défense encore a rencontré son homologue russe pour peaufiner un chemin de renforcement de ces capacités-là après la visite du vice-premier ministre à Bamako. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, là où les Maliens attendent la transition, c'est cette bouffée d'oxygène économique sur le plan économique. Et là, on se dit que dans le cadre de la diversification, on va abonner dans un sens, mais la Russie est la 11e puissance économique du monde. Il faut aussi savoir où placer le curseur. L'intérêt des Russes, c'est l'exploitation minière. Le président l'a dit, il l'a repris, il ne le reprend pas fortuitement, il le reprend en connaissance de cause. Maintenant, le Mali aussi a joué son intérêt là-dedans pour que ce soit une coopération gagnante, que ce soit une coopération dans laquelle le pays abonne ses ressources, peut revoir sa coopération minière avec ce pays-là, en tirant les leçons des coopérations précédentes. Je crois que l'attente est surtout énergétique au Mali aujourd'hui. Il y a une coopération dans ce sens-là, mais encore économique et après scientifique et universitaire. Ça, ce n'est pas nouveau dans les relations entre le Mali et la Russie. En tout cas, on reviendra sur ces domaines que vous avez évoqués, mais je voudrais qu'on reste un peu sur le départ du groupe paramilitaire Wagner, qui était présent au Mali depuis 2021, remplacé par Africa Corps aujourd'hui. Comment on peut analyser cette séquence, Brahima? Alors, effectivement, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, là, je vais porter ma casquette d'analyste de discours politique. Il y a ce qu'on appelle l'idéologie, en fait, la façon de qualifier les choses. Le Mali n'a jamais nié que la Russie était présente au Mali militairement. Mais c'est juste que la qualification, c'est-à-dire dans la terminologie officielle, on parlait des instructeurs russes, alors qu'effectivement, dans beaucoup de médias, on parlait de mercenaires, de Wagner, tout ça. Et jusqu'à l'heure de départ annoncée, le Mali n'a pas repris, comme je disais, ce terme-là. Donc, je pense que sur un plan communicationnel, les autorités de transition ont réussi à ménager un peu leur image, en n'ayant pas repris cette terminologie de mercenaires, etc. Et jusqu'à arriver à maintenant où, effectivement, on a l'impression que la coopération est beaucoup plus officielle et qui va peut-être mieux passer. Et surtout, on sait que Africa Corps est sous l'égide directe des autorités russes, ce qui fait que, bon, en fait, c'est des coopérations militaires traditionnelles qu'on connaît, quoi. C'est-à-dire que les pays signent entre eux et tout ça. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est important. Et surtout, comme Chambel disait aussi, ça intervient quand même à une époque de recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs localités au Mali. Donc ça permet aussi de rassurer d'une certaine manière nos populations en disant que, et surtout, la transition a été prolongée avec cet objectif-là de pouvoir stabiliser sur le plan sécuritaire. Donc je pense que ça permet de rassurer. Et aussi, bon, si on sort un peu de ce cadre aussi de uniquement coopération militaire, on voit que ça s'élargit à plusieurs domaines de l'énergie, etc., comme on disait. Mais sur la coopération militaire, je pense qu'il y a pas mal de détracteurs de la transition qui ont pointé du doigt l'inefficacité de l'assistance de Wagner aux forces armées maliennes, notamment avec des carnages qu'on a vus dans le Nord. Est-ce que c'est vraiment réducteur d'aborder les choses sur cet angle, Chambel? Non, il n'y a pas de guerre propre. La guerre, il faut l'éviter. Si on ne peut pas l'éviter, surtout que celle-ci est assez asymétrique, elle prend son fondement dans l'échec de l'ensemble de la communauté internationale. On a eu plusieurs opérations. Si elle avait réussi, la communauté internationale qui a volé au secours du Mali depuis plus de 9 ans, qui n'a pas pu donner autant de résultats, en tout cas, force est de reconnaître aujourd'hui, avec l'engagement, le partenaire russe, il y a eu des avancées significatives, même si il faut regretter les morts au sein de l'armée malienne, les victimes civiles, toutes les victimes qui ont pu. Il faut solder aussi ce plan-là sur le plan juridique. L'État doit prendre ses responsabilités, les solder carrément. Ensuite, après, Kidal est aujourd'hui retourné dans le giron malien avec... c'est une victoire stratégique importante. Le Mali est doté d'une flotte aérienne. Ce n'est pas rien. Et sous la tutelle de la communauté internationale, de l'ONU, on n'avait pas tous ces moyens-là. Il était même interdit de voler dans certaines zones. Ça, ce sont des réalités avec lesquelles il faut compter. Dans toute analyse, dans toute situation, il faut tirer les bons côtés et ne pas négliger ou mettre de revers de main les côtés négatifs. Il faut les prendre en compte, tirer les leçons et puis pouvoir avancer. Les directeurs ne manqueront pas du discours, mais la réalité est que qu'est-ce que cela a donné aujourd'hui comme résultat? Qu'est-ce qu'en pense le peuple malien et qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier, pour que le Mali sorte de cette situation? C'est la coopération entre les deux autres pays de l'AES et ainsi de suite. Donc ça, c'est des avancées quand même significatives et notoires. En tout cas, c'est sa deuxième visite officielle. Hein. Est-ce que c'est... Puis quand même longue, jusqu'à vendredi, jeudi. Est-ce que c'est pas le président Assimi Goïta, c'est pas un privilégié un peu
de Moscou. Oui, bon, ça c'est clair. C'est vrai que depuis son arrivée au pouvoir, la Russie, c'est quand même le partenaire privilégié. Et effectivement, au-delà de la durée de cette visite, c'est aussi la composition de la délégation. Quand vous regardez, il y a pas moins de 6 ministres et pas n'importe lesquels. Enfin, c'est de premiers plans qui l'accompagnent, en fait, les affaires étrangères, la défense, l'énergie, etc. Donc, effectivement, c'est quand même une visite qui est... Et d'ailleurs, je suis un peu apparemment, même les médias russes couvrent un peu cette actualité. Ah, c'est pas que les médias russes, surtout même toute la presse voilà, donc, en parle. Voilà, donc je crois qu'effectivement, ça consolide cette idée que c'est la Russie qui est désormais le partenaire privilégié. Et je pense que c'est aussi une manière de répondre aussi aux détracteurs, peut-être, parce qu'il y en a qui disent que bon, la Russie n'a que des armes à vendre. Et surtout, les opposants au Mali, parfois on a ces discours qui veulent que bon, la coopération avec la Russie, bon, si ce n'est que les armes, il n'y a pas autre chose, quoi. Donc, je crois que c'est aussi une façon de répondre à cela en touchant d'autres domaines, diversification. Mais là, par contre, il y a quand même un bémol qu'il faut mettre, parce que est-ce qu'on doit mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire en mettant tous les secteurs dans la coopération avec un seul pays? Je crois que là aussi, c'est un piège, parce que, et surtout, ça va à l'encontre même de la doctrine diplomatique de la transition, en fait, les triptyques qui guident désormais l'action publique au Mali, qui veut qu'il faut diversifier les relations avec tous les pays, et c'est ce qui ne fera que renforcer la position. C'est quasiment une mise sous tutelle ou quoi? Voilà, ça peut être interprété comme ça, parce que si vous coopérez à la fois sur le plan militaire, sécuritaire, économique, énergie, tout ça avec un seul pays, bon, finalement, à supposer que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas forcément d'alternative. Donc, moi, je crois que autant, effectivement, la coopération militaire a donné quelques résultats, ne serait-ce que la reprise de la ville de Kidal, parce que c'est ce que beaucoup oublient. Dans la conscience collective, conscience collective malienne, il y avait une plaie dans la chair au Mali quand on sait que Kidal était hors contrôle de l'État depuis 2012 et que la rébellion est partie de là en janvier 2012. Donc ça, les gens ne l'oublient pas lorsque cette ville a été reprise en novembre 2023. Donc à partir de là, je crois que c'est un crédit qui a été donné. Et d'ailleurs, ça revient beaucoup dans le discours officiel. Effectivement, ça ne fait pas éluder tout, peut-être, en tout cas, comment on appelle ça, des dérives qui pouvaient avoir eu lieu, tout ça, c'est des choses qui peuvent exister, mais n'empêche que cette victoire quand même vient consolider un peu cette idée, quoi. Donc voilà, la coopération, pour répondre à la question, pour me résumer, effectivement, le Mali est désormais le partenaire, la Russie est désormais le partenaire privilégié du Mali sous cette transition. Il reste à voir quels sont les effets concrets de toutes ces annonces et de tous ces contrats. Et de facto, je vous demanderai, donc du coup, les liens sont officiellement coupés avec Paris? Officiellement coupés, je ne l'espère pas. Je crois que c'est en souffrance. La relation avec Paris est en souffrance. J'ose espérer, vu l'histoire, les liens historiques, les liens... En tout cas, c'est difficile de dire qu'on va repartir avec... l'actuel président Macron aux affaires. C'est difficile de dire qu'on va repartir, mais on ne désespère pas qu'il y a une bagatelle de lui, non, pour vous, c'est le ressortissant. C'est le président Macron qui est le... Moi, je pense que... Le point d'achoppement. Quand il y aura changement, puisqu'on est en démocratie et que l'horizon 2027, il y aura des élections, un nouveau président, ça peut relancer la coopération. Et surtout, il y a une coopération décentralisée assez forte entre les deux pays. Il y a surtout des liens de sang et des liens historiques. Nous avions de part et d'autre une histoire commune. Ça, on ne désespère pas que les relations franco-maliennes en souffrance aujourd'hui peuvent, dans un horizon, dans des perspectives de quelques années, reprendre si on n'aggrave pas la situation, si la France ne posait pas, en tout cas, des lièvres qui sont connus, des lièvres qu'il faut éviter, et que le Mali également ressorte de cette situation et sa diversification puisse revenir vers des partenaires traditionnels avec lesquels il y a eu une coopération, une relation. Je disais que dans les propos de Brema, il a tellement raison qu'on a vu le curseur sécuritaire dans la privilégiation des rapports passer au deuxième plan et l'aspect économique revenir. Il y a un aspect qui a retenu mon attention, c'est l'aspect énergétique. Oui. Il y a les attentes également sur ce plan-là, mais il y a une signature de coopération avec le ministre de l'Énergie qui a fait le déplacement, et on parle d'énergie nucléaire atomique. On va loin dans le développement d'un pays. C'est sûr que l'usage atomique, l'usage énergétique d'une
de l'énergie peut intéresser le Mali. Mais c'est un pays vaste, mais il faut trouver peut-être le solaire et l'allier avec d'autres domaines qu'il faut encore explorer, même le vent, l'éolien. Mais je crois que la coopération universitaire, qui n'est pas nouvelle, hein, cette coopération universitaire aussi peut se détendre et peut s'élargir dans ce cadre-là pour aider à raffermir les relations. Maintenant, c'est vrai que c'est un risque de mettre tous les œufs dans un même panier. C'est même contraire à la doctrine, vous l'avez rappelé. La diversification, c'est aussi pouvoir autant parler avec Moscou qu'avec Pékin et qu'avec Ankara et ailleurs, et même pourquoi pas revenir à ce giron traditionnel. Mais aujourd'hui, l'histoire est têtue. Les relations internationales sont à un tel niveau qu'on oblige les pays à choisir leur camp. Et je pense que les États de l'AES doivent travailler à éviter ce piège-là, privilégier ces coopérations-là. Il y a un très beau documentaire qui est passé sur France Télévisions ce dimanche où on a posé la question à un jeune sur comment il pourrait qualifier les relations entre la France et l'Afrique. Il dit qu'il préfère désormais parler de mariage polygame. C'est-à-dire, pour moi, essayer de diversifier les partenaires. Et donc, pour résumer vos propos. Mais moi, je me permets un petit aparté. Au-delà de cette visite officielle, j'avais parlé du problème du président Macron. Il y a un rapport sénatorial très bien fait qui pointe du doigt le paternalisme de Paris face à certains dirigeants africains, en prenant par exemple le sommet de Pau, où le président réunit les présidents du G5 Sahel pour essayer de chapitrer un peu chacun. Ça, ce sont des erreurs que paye aujourd'hui la France, la diplomatie française? Non, il est clair, hein, parce qu'on se rappelle de son discours de Ouagadougou en novembre 2017, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en disant que c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir dans les relations France-Afrique. Effectivement, ça a été une nouvelle ère, mais peut-être pas de la manière dont il souhaitait, parce que je crois qu'effectivement, Macron, et là je suis assez d'accord avec Chambel, je crois que c'est lié certainement à sa personnalité à lui. Hein. Sa façon de communiquer, qui est parfois trop brute, trop directe, a fait qu'effectivement, il a perdu du crédit au sein de l'opinion publique africaine, au-delà même des dirigeants. Vous l'appelez tantôt, ces sommets des Pau, moi je me souviens très bien, hein, c'est-à-dire en janvier 2020, lorsqu'il a convoqué, c'était une convocation, c'était pas une invitation, c'était une convocation de présidents. À l'époque, c'était les G5 Sahel, donc avec les Tchad, la Mauritanie, tout ça, en leur demandant de clarifier leur position. C'est-à-dire qu'en leur demandant est-ce qu'ils souhaitent continuer la coopération avec Barkhane, c'était Barkhane, voilà, et que bon, le président n'avait pas de mots, en fait. Hein, c'était quelque chose qui était très très difficile à regarder lorsqu'on se sentait. Et à la fin, il conclut en disant j'espère que les résultats viendront. Bon, c'est ça, voilà. Donc je pense qu'effectivement, pour revenir, effectivement, il n'est pas exclu qu'on revient à des meilleurs sentiments lorsqu'on va assister à une alternance à la tête de la France. Parce que bon. Mais lui, c'est acte d'être le premier président de la République française né après la décolonisation. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à parler à cette génération que nous sommes? Oui, c'est ça. Je crois qu'il a quand même une façon de parler qui fait que bon, il a contribué, peut-être malgré lui, hein, à détériorer les relations avec les États africains. Maintenant, les relations internationales sont de telles qu'elles ne sont jamais statiques. Ça bouge, elles sont dynamiques. Donc, en cas d'alternance, ça peut effectivement changer. Mais il est clair quand même que les choses ne seront plus comme avant. Parce qu'au-delà des dirigeants, comme je disais, c'est l'opinion publique africaine qui veille désormais et qui oblige les dirigeants d'une certaine manière à adopter certaines postures. Donc, je pense que ça, c'est surtout dans les pays de l'AES. Hein, je sens qu'il y a une grosse pression sur leurs épaules aujourd'hui. Ça a commencé par ces pays-là, mais vous voyez comment le rapport militaire de l'ancien ministre Bokel a été géré, comment ça a même été perçu. Il regarde la dichotomie, le débat, l'enlisement dans lequel ça a été fait, alors que c'était un accord le départ des forces françaises du Tchad aussi. De partout, la France a perdu la main dans ce domaine-là, et il en est responsable en partie. La politique ne se mène pas comme ça, il a cette allure jupitérienne, cette façon de s'adresser, de condescendance et de traitement carrément iconoclaste lié à sa personnalité. Mais il ne tire pas les leçons, c'est pas politique, c'est un économique. Et on ne peut pas gérer les questions politiques par un diktat. Il faut l'aborder avec tact. Ce n'est pas le tact de Chirac, ce n'est pas la doigté des Mitterrand, de ces anciens présidents qui ont de la matière, qui connaissent l'État africain. Lui, il n'a fait que 3 mois au Nigeria, il faut aussi le rappeler. Il ne connaît pas l'Afrique en tant que telle. Donc, il a fait des erreurs. Et je crois que
les autres aussi de sa génération en Afrique n'ont pas été assez indulgents vers lui comme ils auraient pu l'être avec d'autres présidents en Afrique. Et donc ça n'a pas... C'est vrai qu'on dit qu'il paye un peu tous les pots cassés de ses prédécesseurs. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et puis bon, ça intervient à une époque aussi. C'est vrai que bon, c'est peut-être il n'a pas été aidé par son époque. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté, tout va vite, tout s'essaie. Avec le média, les réseaux sociaux, tout ça. Donc avant, bon, l'opinion publique était un peu éloignée de toutes les sphères politiques de haut niveau. Maintenant, bon, ce n'est plus le cas et ça fait que tout le monde s'intéresse. L'information est assez démocratisée, donc ça fait que bon, on s'intéresse un peu à tout ce qui se passe, quoi. Et d'ailleurs, Macron, quand on le voit en Afrique, le ton, le mot qu'il emploie, c'est totalement différent lorsqu'il rencontre ses homologues occidentaux ou même latinos, etc. Donc ça fait que clairement, on voit un peu cette différence. Et parfois, bon, on peut voir ça comme une certaine familiarité lorsqu'il a demandé au président Kaboré d'aller réparer la clim, des choses comme ça. Bon, mais il n'est pas chef comme ça, chef d'État, président ivoirien. Il dit ça. Donc aussi, il sait comment parler aux gens. Absolument. Je voudrais qu'on termine sur ce que vous avez dit, Chambel, Brema, sur aussi comment s'est perçu au niveau national cette visite, parce que c'est une manière pour le président Assimi Goïta d'asseoir sa statue présidentielle. Là, on est dans un moment de réforme, c'est pour dire, allez, c'est fini, ce débat-là, il est terminé, moi, je commence à travailler. Parce qu'il est parti sans sa tenue militaire, vertu d'un très beau boubou blanc, quand même. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il a une posture habituel de président malien, en fait, hein, boubou, etc., sans la tenue militaire, tout ça. Oui, je crois que c'est une séquence qui vient à point nommé pour lui de sortir de ces débats nationaux liés à la dissolution des partis politiques. Et même tout récemment, on en a parlé avec lorsque la justice demande aux partis de justifier leurs fonds, tout ça. Donc voilà, il y a quand même tout un débat qui était là, qui fait qu'aujourd'hui, les regards sont tournés vers l'international et qui essaie de répondre aussi à ces détracteurs en disant que la coopération avec la Russie n'est pas uniquement sur le domaine de la défense, qu'il y a d'autres secteurs qu'on peut développer, notamment l'énergie, parce qu'on sait qu'une des failles de cette transition également, ce sont toutes les coupures électriques qu'on connaît aujourd'hui au Mali, tout ça. Donc l'idée de renforcer la coopération dans ces domaines et en perspective de pouvoir améliorer sur ce plan-là, ça ne peut que résoudre les populations, quoi. Donc je pense que sur ce plan-là, oui, c'est aussi une façon, depuis la Russie, de parler à son opinion publique au sein du pays, quoi. Maintenant, je crois que ce que les populations attendent au-delà de tout ça, c'est aussi des effets concrets, parce que c'est bien, et comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois non plus qu'il effectue ces voyages, même si cette fois-ci, il y a quand même une certaine ampleur qu'on a avec la délégation, la durée de la visite. L'autre, c'était le sommet de Sochi, non? C'était un match du sommet de Saint-Pétersbourg. Mais là, ça, c'est vraiment visite officielle. Oui, en juillet 2023. Après, autre chose, peut-être pour terminer, je n'ai pas beaucoup remarqué la présence de l'AES dans cette... On a l'impression que c'est purement bilatéral. C'est ça ce que je voulais dire, c'est très Mali. Bilatéral cette fois-ci. Si. Donc c'est une visite officielle. Ouais. En même temps, ce n'est pas une première. En tout cas, dans la note distillée ça et là, l'AES prend son corps dans cette visite parce qu'il le fait aussi en tant que président en exercice de l'AES, même si ça répond à une préoccupation politique interne. Il veut prendre de la hauteur. Il prend d'ailleurs de la hauteur par rapport à la situation politique, à la situation sous-régionale, mais aussi il rencontre les ressortissants des pays membres de l'AES là-bas. Il fait en sorte... Il y a eu une rencontre elle est prévue. Elle est prévue. J'espère qu'elle aura lieu d'ici la fin de la visite et au-delà de la communauté malienne. Ça, c'est prévu. Je crois que dès l'abord de cette visite, il définit le cadre. Il dit qu'il est à la suite du premier président malien et il continue politiquement, il plante les deux côtés. Politiquement, on sait qu'il y a des avancées. Maintenant, Brema le rappelait fort heureusement, il faut que cela continue. Et les ministres qu'il faut sont là-dedans. Le ministre de la Communication est dans cette délégation, mais on ne le voit pas. Mais le ministre de l'Enseignement supérieur également est attendu parce qu'il est concerné par ces sujets-là. Il y a une nouvelle coopération universitaire qui va s'enclencher dans le... Tout à fait, parce que cette coopération, il y a plus de 290 bourses qui ont été octroyées l'année dernière. Je crois qu'il faut abonner dans ce sens de la poursuite de la formation de l'élite malienne là-bas. Ce n'est pas une première. Hein. Il y a une génération carrément, la génération des Choguel, ont été formés en Union soviétique et d'autres ont bénéficié de cette coopération. Le transport également, je crois qu'on peut apprendre dans pas mal de domaines. L'énergie, le transport et le domaine universitaire, pas mal de domaines dans lesquels la Russie peut aider le Mali, et même si la Russie, elle, place le curseur au niveau des mines
mine, de l'exploitation minière. Ce n'est pas interdit également, mais dans une coopération équilibrée et gagnante et qui se fait au nom de toute l'AES. On voit que la Russie prend pied, en tout cas, dans ces autres pays-là et que cette visite a été précédée par celle du président burkinabé qui est parti à la grande victoire, qui a aussi été, et je crois que là, ça doit se poursuivre normalement avec Tchani, et donc le tour aurait été fait dans ce cadre-là. On est dans un... Oui, juste par rapport à la coopération universitaire, elle est d'autant plus importante aujourd'hui que la bourse d'excellence qui existait entre le Mali et la France n'existe plus. Ce qui fait qu'effectivement, en renforçant cette coopération universitaire qui n'est pas nouvelle, qui est vieille... Ça c'est une faute de la diplomatie française d'avoir coupé quand même ce truc. Bon, une faute de la diplomatie française, je ne dirais pas, parce que du moment où les relations ne sont pas au beau fixe, bon, il a été... Sinon, c'est une coopération mais ça pourrait être une manière aussi de, je dirais, de draguer un peu l'élite malienne. Oui, bien sûr. Effectivement. Surtout que c'est une coopération qui a été mise en place sous le président Alpha Omar Konaré, qui est aujourd'hui à l'arrêt. Donc, effectivement, la Russie peut être une sorte d'alternative. Et ça, effectivement, ça peut parler à tous les étudiants maliens, effectivement, sur ce plan. Et en 2 minutes, dans ce contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que cette visite aussi, ce n'est pas l'occasion pour le président russe de montrer qu'il est encore fréquentable? Même si c'est le président du Mali. Hein. Oui, le président russe, il est à l'aise dans cette situation et donc lui sait ce qu'il veut aujourd'hui, malgré que la Russie soit en guerre et que ce soit un pays qui a quand même tenu la tête hors de l'eau, qui même impose, va jusqu'à sur le terrain africain ravir les pays qui étaient dans le giron de la France, de l'Occident. Et ça veut dire qu'il s'entend, il se fait entendre et c'est des quais du pain béni pour le président Vladimir Poutine qui a des interlocuteurs désormais et que quand Moscou ne parle pas à Paris, ne parle pas et n'est pas en symbiose avec Washington, peut parler à Bamako, à Niamey, à Pékin, à Ouaga, en Indonésie ou ailleurs, c'est de bonne guerre. Donc, en tout cas, il sort politiquement de la chose, mais militairement, il faut mettre du contenu dans ces relations-là pourvu que ce soit une coopération gagnante. Gagnant-gagnant. Oui, non, mais c'est clair, hein, parce que bon, on sait qu'aujourd'hui, il peut se targuer d'être un peu le leader de ce qu'on appelle désormais le Sud global. Très péjoratif, cette expression. Oui, voilà. Mais bon, c'est un peu le truc, mais effectivement, c'est important pour lui, pour son image, et surtout quand on sait que ça intervient au moment où il y a des bombardements un peu au Moyen-Orient, tout ça, et que lui s'engage sur la voie diplomatique, voilà, même si on sait que son pays est également engagé en guerre en Ukraine. Merci beaucoup à tous les deux, merci pour vos analyses sur les enjeux de la visite du président malien en Russie, visite qui s'achève le jeudi. C'est en tout cas une bonne suite de programme. Merci à Romain Clicquot de MEC pendant la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.